Bonjour, mon nom est René Bonenfant. Je suis éditeur au Québec depuis plusieurs années. Ça explique un peu ma barbe blanche et mes cheveux gris. Alors, je vais jouer le rôle d'animateur pour cette table ronde. Il nous manque malheureusement pour le moment un intervenant. J'imagine qu'il se joindra à nous très bientôt. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les intervenants. Je commence par notre digne représentant du Québec, Hervé Foulon. Alors, je pense qu'une bonne partie de la salle, vous la connaissez déjà. Donc, Hervé Foulon est président du groupe HMH, qui comprend les éditions Tubize, les éditions Marcel Didier, les éditions XYZ et, depuis peu, les éditions Multimonde. Ses nombreuses fonctions et ses années de service au sein d'associations reliées au milieu du livre lui ont mérité l'an dernier le prix Fleury-Méplet, qui souligne sa contribution exceptionnelle à l'édition et à la littérature québécoise. Il a créé en 2013 un prix littéraire fort original, le prix Hervé Foulon du livre oublié. Il y a de la matière. Caroline Chang, alors, née au Brésil d'un père d'origine chinoise, Madame Chang est diplômée en littérature comparée. Depuis 2012, elle est éditrice senior et responsable des acquisitions pour la maison L&PM, créée il y a 40 ans pour combattre le régime militaire dictatorial de l'époque. La maison publie aussi bien de la littérature de fiction que des essais. La maison a à son catalogue la collection de livres de poche la plus abondante, la plus importante du Brésil. Monsieur Gabriel de Montmolin. Monsieur de Montmolin est depuis 23 ans directeur des éditions Labor et Fides, spécialisé en sciences humaines et religieuses. Il préside aussi le Cercle de la librairie et de l'édition de Genève, qui regroupe 25 librairies et 35 éditeurs. Il est membre de l'Association des diffuseurs et éditeurs et libraires de Suisse et à ce titre, il est actif dans le développement de politiques de soutien public à la chaîne du livre dans son pays. Monsieur Geoffroy Fauchier-Magnan. M. Fauchier-Magnan est éditeur et adjoint de secrétaire général au sein du groupe Les Arènes, l'Iconoclaste et la revue 21. Le groupe a ses bureaux à Paris. M. Xiaoyi Hu. M. Hu est responsable du département du livre étranger chez Haitian Publishing House, une maison fondée en 1985 et qui publie environ 300 nouveautés par année. M. Hu a fondé le département du livre étranger et est l'un des principaux éditeurs de Mo Yan, lauréat du prix Nobel 2012. Il a personnellement traduit une soixantaine d'œuvres de la littérature française contemporaine, dont Marie Dariussec, Michel Houellebecq et Pierre Bourdieu. Il a aussi traduit la version définitive du Matou d'Yves Beauchemin. Linda Leith. Madame Leith a créé le festival Métropolis Bleue, un festival littéraire international dont la première édition a eu lieu en 1999. Madame Leith en a été la directrice et animatrice pendant plusieurs années. Écrivaine et propriétaire de la maison Linda Leith Éditions, Linda Leith Publishing. Linda Leith Éditions est une maison émergente fondée en 2011. Elle travaille surtout en anglais dans le marché québécois et le marché anglo-canadien. Elle va nous parler tout à l'heure d'ailleurs du premier festival du livre, du Salon du livre à Toronto. Linda Leith Éditions publie de la fiction et des essais par des auteurs professionnels, 18 titres en 3 ans, en format imprimé et en format numérique. M. Piazzolla, à qui on souhaite la bienvenue. M. Piazzolla a créé en 1991 les éditions Piazzolla, dont il est directeur général. La maison publie des ouvrages historiques et s'intéresse au terroir corse. On peut d'ailleurs visiter le stand des éditeurs corses et voir une bonne partie de ces ouvrages. Il est aussi président de l'Association des éditeurs de Corse. Alors voilà pour nos intervenants. Grosso modo, la table ronde sera divisée en 2 moments, enfin la période qu'on a. Une première période sera consacrée aux interventions de nos divers intervenants et la deuxième période, enfin vous aurez l'occasion de poser des questions où nos intervenants pourront eux-mêmes dialoguer ou échanger entre eux. Alors je donne tout de suite la parole à M. Foulon, qui va pour ainsi dire casser la glace. Merci René.
Je sais pas, moi j'ai pas le droit à la vieille barbe comme tu as, mais je vois qu'on fait appel aux anciens pour raconter un peu l'histoire de l'édition. Bon, on a un temps très court pour pouvoir parler d'un sujet comme la situation du livre dans le monde. Je pense qu'on devrait tous être d'accord pour ça. Je vais essayer brièvement de rappeler d'où vient l'édition québécoise depuis ces 30 ou 40 dernières années et quels sont les défis auxquels on fait face aujourd'hui. Parce que souvent on est très pessimiste sur la situation actuelle et avant d'être pessimiste, il est toujours bon, je pense, de regarder ça sur une période plus longue pour voir quels ont été les changements qui ont été opérés. Il faut quand même se rappeler qu'il y a 30-40 ans, l'édition québécoise en était encore à ses balbutiements et que quand on voit le chemin qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, on peut s'apercevoir du progrès au niveau nombre d'éditeurs. L'association des éditeurs compte une centaine de membres aujourd'hui. Au niveau du nombre de publications, le nombre de publications au Québec, c'est à peu près de l'ordre de 5000 nouveautés par an, tous secteurs confondus. C'est également une industrie, parce que quand on parle d'édition, on parle aussi d'industrie, il ne faut pas s'en cacher. C'est 11 000 personnes qui travaillent à temps plein au Québec dans le milieu du livre, pas seulement dans l'édition, dans le milieu du livre, libraires, distributeurs. Et c'est la première industrie culturelle au Québec, donc ce qui est loin d'être négligeable. Donc c'est toujours bon de voir d'où on vient pour savoir où on est rendu. Bon, une fois que l'on a dit ça, c'est sûr qu'il faut regarder tous les problèmes qui peuvent se poser et voir comment on peut encore améliorer la situation. Il y a une chose qu'il faut absolument nommer au Québec et qui a été un des facteurs qui a largement contribué, pas uniquement, mais largement contribué à solidifier cette industrie du livre, c'est la loi 51. Je ne vous l'expliquerai pas en détail aujourd'hui, mais disons que c'est une loi qui a été instaurée avec le milieu et avec le gouvernement du Québec et qui a permis de structurer toute la chaîne du livre afin que chacun des maillons ait sa place et surtout soit profitable au niveau du résultat attendu, au niveau de la commercialisation, au niveau de la créativité et pour pouvoir que le livre québécois se développe. Donc ce qui a contribué énormément à un professionnalisme du milieu. Bon, une fois que dit ça, aujourd'hui, le livre, puis je pense que quand je vais avoir dit ça, je ne serai pas le seul autour de la table à faire ce constat, fait face à des défis, de nouvelles technologies, à des défis de diffusion et distribution, à des défis de lectorat également. Toute la chaîne du livre peut être remise parfois en cause par certains, alors que ce qui a toujours été défendu ici, c'est-à-dire auteurs, éditeurs, distributeurs, diffuseurs, libraires, bibliothécaires, naturellement, il ne faut surtout pas oublier ce maillon, pour arriver à atteindre le lectorat, c'est révélé toujours utile. L'avènement du numérique, c'est évident, peut changer beaucoup de choses, vu que certains maillons peuvent être contournés. Donc c'est un défi auquel on fait face. Quelle est la meilleure solution à adopter face à cette nouvelle plateforme? Parce qu'au niveau de l'éditeur, quand on parle de livre numérique, il y a toujours un travail d'éditeur à faire. Et là, je parle du livre numérique homothétique. On ne parle pas d'autres développements futurs. Mais au niveau de la diffusion et de la distribution, comment s'assurer que la diversité va être préservée et que le lecteur donc se retrouve avec ce grand choix de lecture. Autre point aussi auquel on doit faire face largement ici, c'est édition locale, édition québécoise versus importation. Il faut savoir que forcément l'importation essentiellement venant de nos amis français représente dans le milieu, alors là j'exclus le milieu scolaire, mais dans le milieu littéraire et livres généraux, c'est de l'ordre de
35-38% pour l'édition québécoise, la balance étant de l'importation. Je ne dis pas forcément de livres français, parce que dans l'importation de France, il y a également énormément de traductions qui sont faites par les éditeurs français. Donc là aussi, c'est un défi. Quelle place le livre québécois peut avoir, tant au sein des librairies comme espace de visibilité, que également, chose très importante, dans les médias, que ce soit les médias écrits, télévisés, radiophoniques, comment arriver avec la masse de nouveautés qui inondent le marché, parce que donc nous, on parle de 5 000 nouveautés, vous additionnez ça aux 40 000 nouveautés qui sont à peu près importées, arriver donc à se faire sa place pour que nos auteurs et nos livres soient mis de l'avant dans les médias. Quand on parle de promotion, donc on parle des médias, mais on parle de la promotion aussi de la lecture. Bon, c'est bien beau de faire des livres, il faut qu'ils soient lus. Et il y a tout le problème d'alphabétisation et de sensibilisation à notre littérature. Là aussi, il y a un facteur, un élément qui est très important, c'est l'enseignement, donc le ministère de l'enseignement aussi. Comment faire la promotion, d'une part, de la lecture, combattre l'analphabétisme, que ce soit en ce qui nous concerne au Québec. On parle dans une région comme Montréal qui a encore 40% à peu près d'analphabètes, ce qui est important. Et les chiffres disent, paraît-il, qu'à chaque fois que l'on arrive à faire reculer d'1% l'analphabétisme, le PIB s'en ressent une augmentation de 1 à 1,5%. Donc ce qui ne serait pas négligeable si nos décideurs, nos politiques pouvaient en prendre bien conscience, ça pourrait peut-être aussi aider. Donc ça, c'est aussi un défi. Autre défi auquel on fait face aussi, et pas seulement dans l'édition, mais dans tous les milieux, dans le milieu du livre au Québec, c'est le problème de la relève. Puis là, j'en parle en connaissance de cause. J'ai une chance fantastique d'avoir dans notre groupe une relève avec 2 de mes enfants qui travaillent depuis longtemps, mais le problème, c'est que ce n'est malheureusement pas le cas chez tous. Et chez les libraires aussi, les librairies indépendantes ont énormément de mal à trouver cette relève pour des raisons pas forcément de passion, mais aussi des raisons il faut qu'on puisse en retirer un minimum pour vivre aussi. Donc il y a tous ces facteurs parce que ça voudrait dire si la relève n'est pas présente, ça sera autant de libraires indépendants qui risquent de disparaître ou d'être regroupés, mais il n'y aura plus cette diversité. Autre point. C'est pour ça que je vous les passe rapidement, parce que je sais qu'on va sans doute y revenir, et puis on a relativement peu de temps. L'exportation. Le Québec est quand même un marché relativement petit, et tout le monde rêve, les auteurs en premier, ce qui est tout à fait légitime, et les éditeurs aussi, à pouvoir faire connaître leurs livres à l'étranger, que ce soit sur les marchés francophones, France, Belgique, Suisse, Afrique, mais également sur les marchés étrangers par le biais de la cession de droits. Donc ce sont d'autres défis aussi à rencontrer. Comment arriver à être présent sur des marchés comme la France, où là aussi on fait face à un décalage au niveau de la présence. L'exportation pour un éditeur français au Québec, ça représente, comme on dit ici, une peanut. Et au niveau des investissements aussi, et je pense qu'on va retrouver ça, je parle en tout cas pour des gros éditeurs, hein, peut-être pas tous, et on retrouvera sans doute ça aussi chez nos amis suisses. Alors que pour un éditeur québécois de vouloir diffuser sur le marché français, comme investissement, si on veut réussir, ça représente des investissements colossaux par rapport à leur tirage initial. Donc un risque aussi très très important qui peut peut-être parfois être démesuré. Le livre numérique est aussi un défi, donc j'en ai parlé un petit peu au niveau au niveau du lecteur. C'est certain que c'est une nouvelle plateforme, il y a un défi qui se met en place, défi je dirais qui est relativement bien relevé actuellement au Québec, comparativement par exemple à ce qui s'est passé dans le disque où ça a été quasiment, je ne veux pas dire une catastrophe, mais en tout cas qui a posé de gros problèmes. Le livre s'est fait par étapes et sans accepter de faire, parce
que j'ose dire un peu le n'importe quoi, comme ça s'est fait aux États-Unis où on vendait les prix, on les donnait presque. Là, ça s'est fait d'une manière plus policée et en disant, attention, on parle d'un nouveau support, mais il y a des coûts qui existent toujours et que les gens ont l'air d'oublier. Et 2, il faut aussi continuer à respecter les auteurs, tout l'aspect de création. Il y a une rémunération qui doit être aussi toujours présente. Et donc, en conclusion, c'est que le but, je voulais qu'on essaye de voir, c'est de ne pas oublier que le livre reste et doit rester, quel que soit le support, un outil de transmission de la culture, ce qui est absolument important. Vous vous en doutez, comme pour un pays comme le Québec, où on se retrouve quand même pays francophone, mais dans une mer anglophone. Donc, il faut d'autant plus se battre. Beaucoup de lecteurs peuvent être tentés, ne serait-ce que pour des questions de prix, en dire « Ah, je trouve le même auteur, mais en anglais, moins cher, j'achète en anglais ». Parce que beaucoup de dessins sont bilingues. Donc, il faut se battre contre ça. C'est un outil aussi important, comme je l'ai mentionné tantôt, avec le rôle du ministère de l'Éducation comme outil éducatif, de transmission de culture, et un point aussi très très important, un outil de promotion de la langue. Et là aussi, ça nous touche de très très près. D'où le rôle que les gouvernements doivent aussi jouer, et le rôle de la société en général, parce qu'il faut arriver à sensibiliser les familles, les parents, pour que les enfants lisent. Il y a eu, entre autres, je signale ça un peu comme exemple, une très très belle publicité qui a été faite par la Fondation Chagnon, qui est une fondation à caractère non lucratif, et qui veut combattre l'analphabétisme, et qui avait fait une très belle publicité à la télévision où on voyait un enfant qui devait peut-être avoir 1 ou 2 ans, avec un livre, vous savez, les fameux livres en plastique qu'on peut mettre aussi bien à baignoire, et surtout, le message était, vous les parents, lisez tout de suite un livre à vos enfants, c'est comme ça que l'habitude va se prendre. Bon, c'était fait d'une manière plus politique que ce que je vous dis, mais le message était là, et je pense que c'est très, très, très important. Et naturellement, quand je parlais des gouvernements, il faut aussi reconnaître qu'il existe des programmes d'appui, des appuis à la création, mais des appuis aussi au niveau pour rendre les entreprises également plus compétitives. Donc ça, il ne faut pas non plus l'ignorer. Si ces aides, si ces appuis n'étaient pas présents au Québec ou au Canada, nombre d'entreprises n'existeraient pas et on ne connaîtrait pas cette diversité et ce dynamisme que l'on a pu connaître jusqu'à ces années et qu'il faut surtout continuer à avoir. Merci, M. Foulon, de ce survol rapide, mais efficace. Les interventions, enfin, on a déterminé simplement par ordre alphabétique. Enfin, il n'y a pas question de jouer avec les territoires ou je ne sais pas quelle autre valeur. Donc, la parole maintenant est à Mme Chang du Brésil. Ça va, comme ça? Oui. D'abord, nous avions pensé d'aborder la question proposée par René. Mais je pensais que ce serait un peu... Si je parlais sur ces questions dans le contexte brésilien sans expliquer un peu de choses, ça serait un peu peut-être bizarre et même pas productif. Alors je vais rapidement faire un bilan pour ceux qui ne connaissent pas trop le marché brésilien. Alors, nous sommes composés par des maisons d'édition qui sont apparues le siècle XXe. Tout au début, quand nous étions une colonie, on ne pouvait pas imprimer. À l'époque, Portugal était la métropole. Et puis, après l'indépendance, la première maison d'édition qui diffusait des livres là-bas était des maisons françaises, comme Garnier, par exemple. Et alors, les maisons qui, aujourd'hui, sont en train de jouer sont la plus ancienne comme 60 ans, la maison où je travaille a 40 ans au marché. Et récemment, nous avons eu une sorte de vague des achats par quelques maisons, pas toutes, mais quelques maisons par des groupes internationaux. Pas forcément des Portugais. En fait, pendant que Hervé parlait, je me rendais compte que
Nous avons une relation un peu différente vers Portugal parce que peut-être c'est à cause de la différence de taille absurde du Brésil et Portugal. Mais bon, ça c'est pas un problème pour nous aujourd'hui. Il y a une maison d'édition brésilienne qui a été achetée par un groupe portugais, mais des autres ont été achetés par des Français, des Anglais. Alors, bon, la population est d'environ 200 millions de personnes qui parlent une seule langue. Et bien sûr, il y a des accents, mais les mots sont les mêmes. Et bon, les livres là-bas sont... je ne sais pas si les mots français sont exempts d'impôts, c'est ça? Exempts. Et de l'impôt fédéral et de l'impôt départemental aussi. Le papier qui est acheté pour produire des livres est aussi exempt d'impôts. Le gouvernement brésilien est un très très grand et très important acheteur de livres. Nous avons un gouvernement central qui achète des millions de livres par an, livres scolaires et livres de littérature, disons. On appelle ça paralittérature. Et par exemple, pour vous donner quelques chiffres, en 2013, nous avons vendu 280 millions de livres au marché et le gouvernement a acheté 200 millions. Alors c'est presque... Non, ça ne veut pas dire que seulement 80 millions ont été achetés dans le marché. C'est-à-dire que le marché des ventes gouvernementales, c'est presque une fois la totalité du marché du livre. Pas des hors-ventes. Bon. Aussi, de chiffres de 2013, nous avons eu 62 000 titres publiés. Là, je pense qu'ils ont aussi mis le réimportation. Je pense que ce n'est pas tous de nouveautés, oui. Et ça représente 8%, un peu plus que 8% de croissance vers 2012. Par contre, en termes de revenus, de 2012 pour 2013, on a eu 0% de croissance. Mais on a eu 4,13% en nombre d'exemplaires. Alors, c'est-à-dire que le prix moyen du livre au Brésil est en train de baisser. Il fait quelques années déjà. Ce qui n'est pas forcément mauvais parce que le livre au Brésil, historiquement, était une chose très très chère jusqu'au début des années 90. Un livre coûtait peut-être $25. Et ça, c'est quelque chose que pour la majorité des Brésiliens, c'était hors de question. Bon. Et aussi pour le chiffre de 2012 pour 2013, si on considère aussi le chiffre des ventes pour le gouvernement, on a eu une croissance de 10,36% en nombre d'exemplaires. Alors, les œuvres traduites nous n'avons pas le problème d'importation, c'est-à-dire il fait des années déjà qu'on a réussi que les éditeurs internationaux, les agents, divisent le droit. Alors quand ils vendent le droit pour une maison portugaise, ils vendent portugais, territoire Portugal. Et pour le Brésil, alors on a de la chance de les acheter pour le Brésil seulement. Et normalement, des maisons portugaises ne vendent pas le livre au Brésil et vice-versa. Aussi parce que la langue n'est pas la même. C'est le même, mais bon, pas le même mot. Par contre, si nous n'avons pas le problème d'importation de livres, nous avons le problème peut-être d'importation culturelle, c'est-à-dire que la plupart de nos best-sellers vont être des auteurs étrangers, surtout d'Amérique, Grande-Bretagne, bien sûr, et deuxièmement, je dirais de France, Espagne et l'allemand aussi. Bon, le numérique au Brésil, on a des numéros
de 2012 pour 2013, on a eu une croissance de 225% d'achats. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de très récent au Brésil, en fait. Pour vous donner une idée, Amazon a commencé à vendre des livres numériques au Brésil, je pense qu'il fait 2 ans, pas plus que ça. Mais les chiffres des numériques sont très petits encore. En 2013, 890 000 livres numériques ont été vendus. Et ça représente 4% du revenu de la totalité des marchés. Alors, ces numéros sont peut-être un peu curieux, peut-être pour vous, vous pouvez peut-être même penser qu'il est bon, mais c'est bon d'être éditeur brésilien, on ne paye pas des impôts, tout ça. Mais bon, il y a des choses qui expliquent cette réalité-là. D'abord, c'est un déficit éducationnel que nous avons. Historiquement, le Brésil a des problèmes d'éducation, c'est-à-dire que si vous êtes d'une élite qui a de l'argent, qui peuvent payer pour mettre vos enfants dans une école privée, dès qu'il est petit, vous allez aux meilleures universités du pays. Et bon, ça c'est bon. Sinon, historiquement, nous n'avions pas des politiques structurées pour garantir une universalité de l'éducation de base. Alors, une autre chose ce qui arrive, c'est que, par exemple, moi, j'ai 38 ans. Si on prend des gens qui ont de 40 ou même plus au Brésil, qui ont été éduqués avant les années 90, nous pouvons rencontrer peut-être 80% de gens qui ne lisent pas du tout, qui n'achètent pas de livres. Ce sont de lecteurs que nous avons perdus. Et on va voir que c'est un peu différent avec le jeune aujourd'hui. Un autre phénomène qui explique un peu cette réalité un peu paradoxale parfois, c'est la stabilité économique que nous avons atteint ça très récemment. Alors, jusqu'à 1994, nous avions une hyperinflation qui rendait tout très difficile. Même pour les maisons d'édition, c'était pas trop toutes les maisons qui pouvaient perdurer autant pendant plusieurs projets économiques du gouvernement. C'était quelque chose de vraiment difficile. Et bon, maintenant, dès 1994, alors on a eu la stabilité économique, plutôt d'abord pour la monnaie. Et maintenant, on a une situation qui pour nous est presque inédite. Je crois que même, je peux dire qu'elle est inédite, que c'est la situation du plein emploi. Alors, ce que nous avons aujourd'hui au Brésil, c'est un gros nombre de gens qui, à 15 ans, il y a 15 ans, peut-être ils ne seraient pas des acheteurs de livres ni des lecteurs. Et alors, je pense que on appelle ça, c'est la montée de la classe C, c'est la classe moyenne basse qui avant pouvait seulement survivre et maintenant ils achètent tous des frigos, de télévision par plusieurs, des livres, et ce sont des gens qui ont aussi besoin de s'éduquer pour pouvoir améliorer professionnellement et tout cela. Bon, nous avons eu aussi la universalisation de l'éducation. Aujourd'hui, au Brésil, grâce à des politiques publiques, on ne trouve pas presque des enfants dehors des écoles. Mais cela ne veut pas dire, bien sûr, que l'éducation est de bonne qualité. Alors, c'est un des défis que nous avons pour le futur proche, même présentement, c'est de résoudre le problème de la qualité de l'éducation de base et aussi secondaire. Aussi, dans les années 90, on a eu une systématisation pour les acquisitions gouvernementales. Les chiffres étaient déjà très importants avant ça, mais ce qu'on a eu, c'était la fondation fondation exactement, qui a pris anciennement la décision et les critères concernant les achats de vente gouvernementale, parce que jusque-là,
c'était des choses ça dépendait du gouvernement. Alors si c'était un parti ou c'était autre parti. Maintenant, il y a vraiment des techniciens qui ont de spécialisation en littérature, en pédagogie, et qui ont des critères sérieux pour faire les achats de livres. Et bon, aussi, il fait 12-13 ans, on a commencé à avoir le livre de poche au Brésil. La maison que je représente même est un de plus grands représentants de ces formats-là. Avant ça, on n'y avait pas le livre de poche au Brésil. Alors vraiment, si on était jeune, on n'avait pas trop d'options de lecture. Et maintenant, heureusement, ça est différent. Alors on voit, on a une très grande partie de la population jeune qui veulent s'éduquer, veulent lire, s'entretenir aussi. Et parfois, ce sont des gens qui ont grandi en lisant Harry Potter et d'autres choses. Alors jusque-là, nous avions une idée de ce qu'on devrait lire à l'école. C'était des choses très sérieuses en termes d'identité nationale. Pas forcément des choses qui étaient agréables de lire. Alors ça commence à changer un peu. Alors on a aujourd'hui des jeunes de 16, même 18 ans qui ont grandi en train de lire de très 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 bonnes choses, des partout du monde bien sûr. Comme conséquence de cela, nous avons numéro 1, nous avons un boom très très important au Brésil de la littérature YA et fantasy. Parce que comme je vous disais, nous avons des gens de 40-50 ans qui ne lisent pas du tout, parce qu'ils ont été traumatisés à l'école. Alors, ce sont des lecteurs qu'on a perdus. Mais nous avons une nouvelle génération qui est en train d'entrer dans le marché du travail qui se comporte différemment. Alors, pas forcément ils veulent lire la haute littérature, parfois ils lisent beaucoup de saga et de fantasy et comme ça. Alors, ce qui arrive, c'est que la littérature de fantasy au Brésil, à ce moment, représente une grande partie des librairies, ce qu'on voit dans les librairies. Au Brésil, bon, la population est grande, comme vous le savez, mais si on regarde le chiffre de tirage, par exemple, on va voir qu'on a un déficit de lecteurs, d'éducation. Par exemple, un livre normal, on fait de 3000 exemplaires, 5000 exemplaires. C'est un livre qu'on espère que va peut-être être un best-seller, on fait 10 000. C'est pas mauvais, mais c'est pas énorme pour un marché de 200 millions de gens, un pays de 200 millions de personnes. Oui, et alors, bon, le grand défi, je crois, pour les éditeurs au Brésil à ce moment, c'est un défi en réalité qui c'est du pays même, c'est le problème de l'éducation qu'on a. Alors, je crois que les conditions de l'avenir du marché de livres va dépendre un peu du futur de l'éducation en général. Merci, Madame Chang, de ce survol rapide, mais généreux quand même. Alors, au tour maintenant de Monsieur Fauchier-Magnan, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter donc un peu la situation du livre en France. Donc en France, comme dans je pense, pas mal d'autres pays européens, le livre c'est l'industrie culturelle la plus ancienne, parce qu'on pourrait la faire remonter jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Même si je vous rassure, je vais pas remonter jusque là aujourd'hui. Mais donc c'est la plus ancienne. C'est pas la première en termes de chiffre d'affaires et d'emploi, contrairement au Québec. Mais c'est une de celles dont on parle, je pense, le plus dans les médias. Il y a une vraie passion pour le livre et un livre peut déclencher beaucoup plus de polémiques, d'articles, etc. qu'un film, alors que c'est à peu près des industries qui sont économiquement, qui ont même à peu près le même chiffre d'affaires en France. Donc il y a une vraie passion pour le livre en France. Voilà. Donc je vais vous présenter rapidement la situation actuelle, faire un petit instantané de comment ça se passe aujourd'hui en France et des grandes tendances des dernières années.
Et après, je vais parler aussi un peu d'une spécificité française, enfin pas que française, mais notamment, qui est celle du prix unique, et de comment est-ce que ça a structuré un peu la distribution et les points de vente en France. Donc voilà, comme je le disais, c'est l'industrie la plus ancienne en France, le livre. Elle fait un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros, 3 milliards 9 exactement, en 2013. Ça fait 3 années consécutives que ce chiffre baisse. C'était 3% la baisse cette année. Mais si on regarde sur plutôt 15 ans, on est quand même en croissance globalement, même si c'est une croissance relativement modeste. C'est plutôt un secteur qui a cru ces dernières années. Alors comment ça se structure? On a grosso modo quelques très gros acteurs. Les 3 principaux, ça va être Hachette et Editis. Juste Hachette et Editis, ça fait déjà 35% du chiffre d'affaires. Et on peut rajouter le groupe Gallimard Flammarion, qui a récemment fusionné. Après ça, on a quelques grands éditeurs indépendants qui vont faire environ 20% du marché. Et on a surtout une particularité française, et je pense d'autres pays, peut-être le Québec aussi, c'est qu'il y a énormément de petites, voire très petites structures. On estime qu'il y a à peu près 3500 éditeurs en France. Alors ça va du tout petit éditeur qui fait même pas un livre par an à des sociétés indépendantes qui en font une dizaine ou une quinzaine. Mais donc il y a vraiment des très gros et des très petits, et qui arrivent à survivre ensemble sans se faire forcément manger les uns les autres. Voilà. Et l'autre particularité, c'est qu'on a énormément un réseau très dense de librairies indépendantes. Il y a environ 2500 librairies indépendantes en France qui sont réparties vraiment sur tout le territoire. Toutes les villes de taille moyenne ont leur librairie, voire plusieurs librairies. Et ça, forcément, ça joue un grand rôle dans la diversité de la production et dans la possibilité de maintenir aussi des petits éditeurs qui vont faire des choses un peu plus osées, un peu plus exigeantes, etc., qui ne s'adressent pas forcément à des publics très larges. Donc voilà, les libraires indépendants jouent un grand rôle dans le maintien d'une production diverse et dans la diversité culturelle. Après, on a quelques grandes lois qui vont un peu structurer ce marché. On a le prix unique du livre, dont je vais parler un peu plus tout à l'heure, qui s'applique aussi bien aux livres papier qu'aux livres numériques depuis 2011. Un taux de TVA réduit, on a quand même des impôts sur les livres, réduit à 5,5%. Et aussi quelque chose d'autre qui est assez marquant, c'est la notion d'office. C'est-à-dire qu'on a un calendrier défini sur l'année et les libraires un éditeur peut décider de mettre un livre à office, c'est-à-dire qu'il va être envoyé chez le libraire, que le libraire le veuille ou non, et après le libraire, s'il ne le vend pas, peut le retourner. Donc bien sûr, c'est quelque chose dont les éditeurs abusent pas, parce que ça n'amuse pas les libraires de sortir des livres des cartons pour les remettre et les renvoyer après, mais c'est quelque chose qui permet à certains livres d'avoir leur chance entre guillemets et de pouvoir être sur une table en librairie et peut-être rencontrer leur public. Voilà. Et après, si on regarde un peu les grandes tendances des 15 dernières années, 15 dernières années, la plus lourde, ça serait peut-être l'augmentation du nombre de nouveautés produites par an. On est passé de 33 000 titres produits en 2004 à 46 000 en 2013. Donc ça fait beaucoup. Et comme finalement sur cette période-là, les ventes ont été relativement stables, elles ont un peu cru, mais beaucoup moins que la production de nouveautés, ça engendre mécaniquement une baisse des ventes au titre. Et aussi avec ce système d'office, une rotation de plus en plus rapide des livres. Donc les livres vont être très peu de temps en librairie, et il va falloir qu'ils trouvent vite leur public, sinon le libraire qui a besoin de trésorerie va les retourner à l'éditeur pour récupérer un peu de trésorerie, parce que sinon il a un livre qui est immobilisé et qui n'est pas vendu, donc c'est pas bon pour lui. Et puis bien sûr on a l'arrivée d'Internet avec à la fois l'augmentation des ventes en ligne, notamment Amazon qui joue un rôle de plus en plus important en France, et forcément le numérique aussi qui comme partout arrive et pointe le bout de son nez, plus ou moins. Ça représente pour l'instant encore que 4% du marché en France, donc c'est relativement modeste, mais c'est quand même en croissance relativement rapide. Si on considère que ça fait une dizaine d'années, même pas qu'on a des possibilités
qu'on a que ça existe en fait. Donc voilà. Après, pour revenir un peu du coup sur la loi sur le prix unique, qui est la manière dont le marché français a grosso modo essayé de structurer le marché du livre. Donc ça date de 1981, donc c'est assez ancien, je crois à peu près au même moment que la loi 51 au Québec. Et ça stipule tout simplement qu'un même livre, quel que soit le point de vente, doit être vendu au même prix. Donc que ce soit la petite librairie indépendante de Trifouille-les-Oies ou le gros supermarché d'une grande ville, le livre sera au même prix pour les livres neufs. Pour les livres d'occasion, c'est autre chose, mais ça représente très peu. Et la seule exception, c'est la vente par correspondance ou en ligne, où là il peut y avoir 5% de réduction, ce qui est quand même assez du coup modeste et qui permet pas de... Enfin, qui fait pas en sorte de... Enfin, qui donne un avantage relativement faible finalement à ces points de vente-là. Et du coup, ça a été étendu au livre numérique aussi en 2011. Maintenant, le livre numérique aussi est soumis au prix unique, c'est-à-dire que ça soit vendu sur... quelle que soit la plateforme où il est vendu, il doit être au même prix aussi. Et c'est l'éditeur qui fixe le prix. Et tout ça, ça a permis justement donc, le maintien d'un réseau très dense de libraires et qui sont finalement assez... qui jouent pas à armes égales, mais qui ont chacun une part importante dans la distribution et la diffusion des livres. Si on regarde un peu comment ça se répartit en fonction des points de vente, les librairies indépendantes, c'est quand même presque 30%, c'est 28% des ventes totales du livre, donc c'est quand même important. Les grandes surfaces spécialisées, type Fnac, etc., qui correspondent à Archambault, je pense, au Québec, qui va vendre aussi bien des livres que des CD, que des instruments de musique, que même peut-être des appareils photo. Ça représente environ 27% des ventes aussi, donc un autre tiers quasiment. Internet, donc la vente par correspondance Internet, c'est 17%. La grande distribution, donc les surfaces, les supermarchés, etc., c'est 16%. Et on a encore à peu près 8% qui sont dans ce qu'on va appeler les chaînes, les kiosques, etc., les kiosques de gare, donc qui vendent pas spécifiquement du livre, mais qui vendent aussi du livre, en plus de vendre des magazines, de vendre des chips et quelque chose d'autre. Voilà. Donc on voit que c'est vraiment la librairie indépendante qui continue, malgré ses difficultés, à dominer le marché des ventes, en tout cas. Et c'est ça qui permet d'avoir une production diversifiée, parce que c'est surtout dans les librairies dont c'est le métier en fait, que le libraire va faire l'effort de promouvoir un livre peut-être moins grand public, mais qui lui a plu, donc d'en parler aux gens qui viennent chez lui, etc. Et ça permet comme ça aux éditeurs de ne pas être obligés de faire que des best-sellers, ou voilà, d'avoir aussi la possibilité de faire des titres qui vont peut-être pas se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires, mais qui ont un intérêt et qui participent à la diversité culturelle et à la diversité de la production culturelle plus générale. Après, comme partout ailleurs, c'est un secteur qui n'est pas forcément qui est pas en crise, mais qui a quand même des difficultés. Notamment, les libraires se retrouvent. Un des problèmes, c'est qu'ils ont des marges très réduites en fait. Et comme ils sont souvent obligés de se mettre en centre-ville où les loyers sont assez chers pour pouvoir vendre des livres, ils ne vont pas toujours réussir à équilibrer la balance et ils gagnent très peu d'argent. Il y a eu récemment quelques faillites de grandes chaînes, notamment les magasins Virgin qui représentaient quand même une bonne part des ventes qui ont fermé. Une chaîne de librairie qui s'appelait Chapitre.com, Chapitre, il y avait aussi un site, mais qui a fermé la majorité de ses magasins. Voilà, donc c'est un secteur qui a besoin de trouver des relais de croissance, qui a un peu besoin de se réinventer aussi. Donc voilà, en conclusion, on peut dire que c'est un secteur qui est assez mature, qui existe depuis très longtemps, assez réglementé, et où les positions des acteurs sont quand même assez stables depuis un certain temps. Il y a une bonne diversité de la production, ce qui était notamment l'objectif des politiques qui ont été mises en place. Donc c'est quelque chose de positif, mais c'est un secteur qui est aussi en pleine adaptation face à la fois aux nouveaux usages, aux nouveaux défis du numérique, etc. Pour réussir justement à convertir un peu, à passer à une nouvelle économie, à des nouveaux usages, à des nouveaux modes de lecture. Et je pense aussi
réussir à réinventer un peu le livre, que ça soit plus seulement un livre numérique ne soit plus seulement un livre homothétique, mais qu'il ait vraiment une valeur ajoutée par rapport au livre papier, pour justement réussir à faire décoller les ventes, parce que c'est quand même assez modeste le numérique encore, alors que les conditions sont là, notamment les taux d'équipement, etc., sont là pour permettre plus de ventes et plus de consommation de livres numériques. Voilà, mais ça reste toujours possible de faire des... Il y a toujours beaucoup d'innovations et de petites structures qui se lancent, qui réussissent à être créatives et à tirer leur épingle du jeu. Donc voilà, ça reste, malgré les difficultés, ça reste possible de faire des belles choses et de s'en sortir économiquement sur le marché du livre en France. Voilà. Merci, M. Fauché-Magnan. J'ai, par erreur, sauté la lettre D. Alors, M. de Montmoulin, s'il vous plaît. Il y avait une tradition des noms à particules qui faisait qu'en fait, ils passaient sous leur deuxième nom après le de. Mais donc, je vais quand même prendre. Donc, en fait, vous aviez relativement raison de sauter mon tour si vous étiez très classique dans votre utilisation de la particule. Alors, je voulais grosso modo dire une partie de ce qu'a dit mon éminent voisin, donc je vais vous épargner une répétition d'un certain nombre de chiffres, puisque l'édition suisse romande, suisse française, est très liée au marché français, est sensible à ses fluctuations, est sensible à ses modes. Un éditeur qui veut réussir aujourd'hui dans ce tout petit pays qu'est la Suisse romande doit pouvoir vendre ses livres en France, et c'est un peu plus facile de vendre ses livres en France quand on est en Suisse que de vendre ses livres du Québec quand on est en France, quand on est au Québec. Évidemment, on a 5000 km de moins et il est plus facile de faire des allers-retours à Paris puisque c'est là où tout se joue entre Genève et... enfin, c'est plus facile d'aller à Paris de Genève que de Paris depuis le Québec. Ce qui fait qu'une maison d'édition qui veut tirer son épingle du jeu en Suisse, elle doit impérativement trouver ses marchés en France. C'est pas tout simple parce qu'il y a le réflexe traditionnel franco-français qu'on adore. Quand on est français, mais qu'on aime un peu moins quand on n'est pas français, cette espèce de chauvinisme charmant et parfois un tout petit peu discriminant, on va dire ça comme ça. Néanmoins, la France nous inspire, c'est grâce à elle effectivement qu'on développe des politiques d'édition et qu'on essaye d'importer aussi un certain nombre de pratiques culturelles, mais comme je vous l'explique en quelques lignes, la Suisse est une île tout à fait préservée d'un certain nombre de règles classiques liées à l'édition. J'ai, pour un peu préparer cette intervention, regardé quelles sont les aides publiques dans les pays francophones, et pour une fois, il faut constater que la Suisse, prétendu pays très riche, est le parent pauvre des politiques publiques, puisque strictement aucun outil n'existe au niveau fédéral, au niveau national, comme forme de soutien au livre. Ça tient à notre système politique. La Suisse est un État fédéral dans lequel il y a 26 politiques d'éducation différentes, 26 politiques de santé. Il y a juste l'armée et la police fédérale qui nous rassemblent, éventuellement aussi le football, le sport et 2-3 fêtes nationales. Mais sinon, effectivement, au fond, toute politique culturelle est liée à des petits ensembles qui sont les cantons, ce qui équivaut en fait à développer des politiques culturelles pour des agglomérations de 300, 400, 500 000 habitants. Ça a ses avantages, parce qu'effectivement les besoins sont mieux appréciés puisqu'on est directement en lien avec les personnes qui peuvent nous aider à financer. Mais en matière culturelle, c'est vrai qu'il est relativement facile, par exemple, de financer le livre d'un homme politique local par des mécanismes de soutien locaux. Il est plus facile de soutenir financièrement des livres d'histoire sur un monument local, sur un trait particulier d'une histoire locale, que de développer une politique d'édition culturelle avec des soutiens qui ne sont pas directement liés au thème choisi dans une petite agglomération. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de politique culturelle concertée relativement aux livres, si bien que les nombreuses maisons d'édition qui existent, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs en Suisse,
sont un peu plus directement face au marché sans qu'il y ait précisément des outils qui permettent à un moment donné de financer les maisons en dehors effectivement des ventes, des retours et des fluctuations du marché. Si bien que même si on essaye de développer des politiques de soutien qui commencent un peu à voir le jour en qualifiant de nouveau le livre comme produit culturel et plus seulement comme produit commercial, nous sommes en fait en ligne directe et on doit trouver des instruments qui nous permettent précisément de tirer notre épingle du jeu dans un moment qui est relativement difficile. Et j'aimerais partager avec vous, pour la discussion de tout à l'heure, en fait, cinq préoccupations. Nous sommes inquiets de voir que le soutien à l'édition concerne toujours plus dans la tête des décideurs ou dans la tête du public aussi, l'aide à l'édition des livres de fiction, et qu'il y a une forme de deux vitesses, de système à deux vitesses qui fait qu'on a l'impression que le livre n'est roi que si effectivement il relaye des romans, de la poésie, en tout cas de la fiction. Et en fait, on a l'impression, et peut-être qu'on pourra en discuter tout à l'heure, on a l'impression que tout ce qui concerne l'histoire, tout ce qui concerne les sciences humaines, tout ce qui concerne les essais qui sont au niveau littéraire des produits tout à fait importants et à développer et à soutenir, surtout dans un temps où on a besoin d'instruments de réflexion pour savoir effectivement comment se comporter par rapport aux valeurs notamment, il nous semble que cette dichotomie, en tout cas en Suisse, entre la fiction et le non-fiction va vraisemblablement peut-être préserver le livre narratif ou le livre de fiction plutôt que les autres, et c'est une préoccupation, et je me réjouis de voir si effectivement c'est aussi une préoccupation dans vos pays. Le deuxième problème, c'est que indépendamment des questions du numérique ou du papier, pour nous, le vrai problème, c'est s'il y a crise, c'est la crise de la lecture, et c'est pas la crise du support. Et j'ai entendu que vous disiez qu'il y avait des politiques relatives à l'enseignement, à l'instruction publique aussi, qui pouvaient se développer. Nous sommes très inquiets de voir dans les systèmes éducatifs, en tout cas dans nos pays et dans notre pays, que le livre comme moyen d'apprentissage dans les classes, on l'appelle chez nous obligatoires ou post-obligatoires, est de plus en plus dévalorisé au profit de relais culturels pour l'enseignement qui prennent de plus en plus souvent la forme de papier volant, de manuels complètement désarticulés, avec, en tout cas dans notre expérience, une forme de mépris de plus en plus grand de la part des corps enseignants par rapport aux livres, par rapport, on va dire, aux 200 ou 300 000 signes mis ensemble, reliés, et qui permettent de donner un contenu structuré et qui n'est pas forcément totalitaire comme peuvent l'imaginer certains chantres de la nouvelle éducation, en tout cas en France ou en Suisse. Et pour nous, c'est un vrai problème, et on agit beaucoup pour essayer effectivement de réhabiliter le livre dans le corps enseignant. Troisième point qui nous inquiète, c'est la surinflation de la production dictée en France. Vous aviez parlé effectivement qu'on avait doublé la production de livres en France. Il y a un chiffre tout à fait significatif qui est sorti lors du 1000e numéro de Livre Hebdo. Livre Hebdo qui est sorti en 92, je crois, le premier numéro, ou 94. Et puis à l'occasion des 20 ans de Livre Hebdo, ils avaient deux chiffres. Ils ont montré qu'entre le premier numéro et le numéro 1000, non, c'était le numéro 1000 en fait, il y avait eu une inflation de 180% du nombre de livres. Donc on produisait 2 fois plus de nouveautés par rapport au moment du lancement de Livre Hebdo, mais qu'il n'y avait que 10% de plus de lecteurs. 10% de plus de lecteurs, 180% de plus de livres. Ce qui veut dire que effectivement, il y a vraisemblablement 180 ou 170% de moins de possibilités de lire le même livre, avec donc un taux de rotation qui est de plus en plus rapide et qui donne, comme vous le savez tous, une durée de vie à nos livres qui devient parfois catastrophique. Quand on n'arrive pas à sortir notre épingle du jeu, eh bien le livre ne résiste pas effectivement à l'accélération.
Quatrième point qui nous inquiète, c'est le rapport des médias aujourd'hui aux livres. On constate deux choses, en tout cas dans notre pays, c'est qu'il y a de moins en moins de place dans les médias traditionnels et dans les médias publics pour le relais médiatique aux livres, et que, deuxième point, il y a de moins en moins de critiques négatives dans les médias, que ce sont souvent les mêmes livres qui paraissent dans des couvertures de presse très importantes, et que le rôle du critique littéraire dans nos pays respectifs est de moins en moins valorisé au profit, on va dire, du rôle du critique promotionnel d'un certain type de livres qui font vendre ces journaux. Et on essaye en Suisse de lancer une politique de soutien à des revues littéraires indépendantes dans lesquelles des critiques littéraires pourraient faire le vrai travail d'un critique littéraire, c'est-à-dire de parler de beaucoup de livres, de parler de beaucoup de livres en bien, mais aussi de parler de beaucoup de livres en mal, pour qu'il y ait une vraie discrimination littéraire et que le lecteur sache effectivement quand un livre mauvais sort et qu'on en parle aussi, de manière à un peu garder à l'esprit le fait qu'il y a des bons et des mauvais livres. Enfin, cinquième point, le numérique. Il y a une crise de la lecture et on estime, beaucoup d'entre nous, que le numérique ne va pas menacer la lecture, elle va être un complément tout à fait important au papier. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que si on lit un peu les expertises que font dans le monde entier les gros éditeurs, il semble que plus personne maintenant n'est au point de dire que le numérique remplacera complètement le papier et que les deux systèmes vont vivre de façon conjointe parce que leur utilisation peut être complémentaire et qu'il n'y aura pas simplement, je veux dire, comme pour le vinyle et le CD, le remplacement d'une technologie par l'autre. Or, on est, nous, inquiets par l'attitude, c'est pas la vôtre, mais quand même par l'attitude française qui bloque quand même le développement du numérique. C'est un business model, si je peux utiliser cet anglicisme ici, qui reste figé soit dans des cerveaux, soit dans des laboratoires, tout simplement parce que notre expertise, notre évaluation, c'est que les éditeurs français, les plus gros éditeurs français sont propriétaires de systèmes de distribution de livres papier très importants, vivent aussi beaucoup du livre de poche papier, et que ces deux mamelles financières de la grosse édition empêchent précisément un basculement vers de nouvelles technologies qui feraient perdre un certain chiffre d'affaires pendant un temps aux gros éditeurs. Et il faudrait trouver un moyen précisément de voir comment réussir à développer de façon plus harmonieuse ces deux systèmes. On est tous convaincus que le numérique est le support de lecture pour les nouvelles générations qui aujourd'hui, comme on le sait, bien sûr, se promènent sur toutes sortes de supports différents sans faire la discrimination entre le papier et le numérique. Donc ça, c'est des choses qu'il m'intéresse de partager avec vous pour, le cas échéant, pouvoir continuer à débattre aussi sur l'avenir du livre en Suisse et en francophonie. Merci, M. de Montmalon. On reviendra sûrement sur vos 5 points d'inquiétude. Je passe maintenant la parole à M. Hu, s'il vous plaît. Je parle un peu le marché du livre en Chine. La population dans la Chine est presque 40 fois plus grande que celle du Canada, donc on espère qu'il en est de même pour le tirage du livre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le tirage du livre en Chine diminue des 50 000 exemplaires, même 100 000 exemplaires des années 80 à 5 000, même 4 000 exemplaires d'aujourd'hui. Il continue à tomber, le tirage. En Chine, on a presque 10 000 librairies, soit grandes, soit petites, et elles ont un même patron, c'est-à-dire l'État. Donc, en effet, en Chine, il y a une seule maison d'édition nationale avec des 1000 points de vente installés dans les 4 coins du pays.
souvent mes collègues étrangers me disent que me félicitent en me disant que si chacune librairie vendait un exemplaire, vous avez presque 10 000 exemplaires vendus. Mais ce n'est pas le cas non plus, parce que beaucoup de librairies, même dans les grandes villes, surtout dans les provinces d'ouest de la Chine, qui sont moins développées, et les livres de la littérature, c'est très difficile à vendre. Les librairies prennent très peu de livres, les livres de la littérature. Donc, on lit très peu. Si on lit, ce sont des livres de pratique manuelle scolaire, donc littérature très peu, littérature étrangère et moins, et beaucoup moins. Donc en Chine, il n'y a pas de maison de distribution comme ici, comme en France. Chaque maison d'édition a son propre département de division. C'est eux qui ont affaire avec les différentes librairies. Auparavant, la maison d'édition peut envoyer directement toutes leurs productions, tous les livres directement aux librairies, mais maintenant, comme il y a trop de livres, les librairies n'ont pas d'espace de déposer tous les livres, donc maintenant c'est eux qui commandent les livres aux éditeurs. Donc cela fait que pas tous les livres que nous avons édités ont la chance d'être acceptés par les librairies. Donc il y a des livres restent en stock, attendent d'être détruits. Donc c'est très cruel, mais c'est la réalité. Le stock du livre en Chine augmente toujours sans cesse. En 2013, il augmente 13% que l'année précédente. Donc comme les librairies sont publiques, les processus sont lourds et le système c'est compliqué quelquefois. L'efficace n'est pas trop satisfaisant. Donc il apparaît des librairies privées donc, qui étaient pas autorisées par le gouvernement. Maintenant, c'est permis. Donc on l'appelle le deuxième canal. Donc on l'appelle le canal librairie d'État, le canal principal. Donc librairie privée, c'est le deuxième canal. Ça fonctionne très bien. Il est très souple et efficace. Mais avec le développement de nouvelles technologies, l'apparition et la popularisation e-book, lecture en ligne, des choses comme ça, les livres en papier perdent grandement le lecteur. Donc les librairies privées ferment leurs portes l'une à l'autre. D'un côté, c'est parce que les livres vendent de moins en moins. D'autre côté, c'est le loyer augmente sans cesse. Donc, c'est les librairies publiques qui survivent parce qu'ils ont propres locaux, sont souvent ont des bâtiments 10 étages, 20 étages construits par l'État pour eux. Donc, ils n'ont pas besoin de payer le loyer. Non seulement, mais aussi il peut recevoir des loyers parce qu'il peut louer les locaux aux boutiques, aux magasins pour gagner de l'argent. Donc, en effet, ce n'est pas, elles ne vivent pas en livres, mais en loyer. Maintenant, je parle un peu de la librairie en ligne. C'est un cas un peu spécial en Chine. En Chine, maintenant, il y a 3 grandes librairies en ligne. En dehors de Amazon que vous savez, on a 2 autres librairies en ligne gérées par les Chinois. Donc, parmi lesquelles Tendance est la plus importante, qui ne vendent que les livres. Bien sûr, quelquefois, ils vendent aussi des CD, des DVD, c'est normal. Mais l'autre librairie, l'autre magasin en ligne, c'est un magasin
pour vendre des produits électroniques et les autres marchandises, diverses marchandises. Donc, il est entré dans le marché du livre, c'est pas pour gagner de l'argent par vente du livre, mais c'est pour attirer plus de clients. Donc, il met le prix de livre très bas, donc tout le monde y allait pour acheter les livres. Et les deux autres librairies en ligne ont aussi leur prix de vente est beaucoup moins cher que les librairies traditionnelles. En Chine, on n'a pas de loi comme ici le 51, la loi, et en France, le prix unique pour protéger les librairies et les éditeurs. Donc, chaque librairie, on a le droit de décider le prix de vente. Donc, ils ont la possibilité de baisser le prix de vente très bas. Donc, ils nous demandent une remise très importante. Quelquefois, les éditeurs ne peuvent pas gagner les balances. Et bien sûr, les éditeurs ne peuvent pas les vendre le fait, mais il est obligé de le faire. Car les librairies publiques nous remboursent très tard, normalement 6 mois, mais maintenant, mais les librairies en ligne nous remboursent très vite, 1 mois ou 3 mois. Donc, et d'ailleurs, les librairies en ligne nous commandent toujours une grande quantité, une fois par 1000 ou 1000 exemplaires ou 2000 exemplaires. Donc, tandis que les librairies traditionnelles commandent 10 exemplaires, 20 exemplaires, c'est très peu. Donc, si on ne leur donne pas de livres à la librairie de ligne, les éditeurs, la plupart des livres restent en stock. Mais si les livres sont vendus, leurs bénéfices sont réduits presque à néant parce que la remise est très importante. Donc, les éditeurs sont mis en dilemme. Et pas d'autre moyen, les éditeurs sont obligés d'augmenter le prix de vente. En 2013, le prix de vente chez nous augmente 13% que celui de l'année précédente. Donc, on sait que ce n'est pas une façon raisonnable, mais les concurrences pas normales entre les librairies en ligne et les librairies traditionnelles. Donc, reste un problème chez nous. Donc, ce que je dis, c'est un peu décevant, c'est un phénomène, mais nous ne sommes pas pessimistes. On est là pour résoudre ces problèmes et pour changer cette situation. On édite toujours de plus en plus de livres. En 2013, on a édité 356 000 titres en Chine, donc soit une augmentation de 7% que l'année précédente. Donc voilà, bon courage pour tous les éditeurs. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je laisse maintenant la parole à madame Leith, s'il vous plaît. Oui. Nous vivons une période de grands changements dans le milieu du livre canadien-anglais. On voit bien, même aujourd'hui, tous les éléments de ce milieu qu'on a très bien connus, des auteurs, des agents littéraires, des éditeurs, des distributeurs, des librairies accueillantes, des bibliothécaires, des lecteurs, même s'ils sont tous en train d'évoluer. Il y a eu des pertes, il y a de nouveaux éléments qu'on connaît moins et des relations entre toutes ces pièces à changer, comme les morceaux d'une casse-tête renversée dans l'air. Certains tombent à l'eau, certains trouvent leur place, la nouvelle image est toujours floue. Une chose certaine, c'est qu'il n'y a pas de retour au passé.
je vous offre quelques commentaires sur la situation actuelle à Toronto. J'ai assisté la semaine dernière à la toute première édition de Inspire, ou Inspire, Toronto International Book Fair, un événement en grande partie inspiré, si vous me permettez, par le Salon du Livre de Montréal. Pas si grand que le Salon du Livre de Montréal, bien sûr, mais bien organisé et prometteur. Situé dans le Metro Toronto Convention Center au centre-ville, il reste dans la salle beaucoup d'espace pour que le Book Fair grandisse au cours des prochaines années. J'ajouterais qu'il existe, entre parenthèses, qu'il existe aussi un salon du livre de Toronto, qui est un événement francophone. The Toronto Book Fair, c'est un événement surtout en anglais avec des éléments, des participants de la programmation en français, et ils aimeraient que cette programmation en français agrandisse aussi, mais ce sont deux événements complètement différents. Le lecteur torontois n'est pas habitué à ce qu'on connaît nous, à ce qu'on connaît nous comme salon du livre. Les événements précédents à Toronto ont été organisés exclusivement pour le milieu du livre, des éditeurs, des librairies, des bibliothécaires et des médias. L'année prochaine, le Book Fair sera mieux connu, certainement attirera un public plus large et un public qui comprendra mieux qu'il s'agit d'une opportunité d'acheter des livres. Cette première année, il a attiré un public de 20 ou 25 000 personnes. On a besoin d'un tel événement dans le milieu de l'édition canadienne. Il y a 2 semaines, le 5 novembre dernier, HarperCollins Canada a annoncé la fermeture de sa filiale de distribution, ce qui aura un impact important sur plusieurs maisons d'édition, dont House of Anansi Press. Le président de HarperCollins Canada, David Kent, quitte son poste à la fin de cette année. Le même jour, un mardi noir, Simon & Schuster Canada a montré la porte à leur directrice éditoriale et son adjointe. Presque chaque mois, une autre librairie ferme ses portes au Canada. De plus en plus, des lecteurs canadiens cherchent leurs livres en ligne, le livre imprimé ou bien la version numérique, sur Amazon, sur Indigo, sur d'autres sites Internet. C'est un cercle vicieux. On est en train de perdre l'habitude d'acheter des livres dans une librairie traditionnelle. Il y a de moins en moins de pages dédiées aux livres dans les journaux, et ces pages-là essaient de couvrir le livre étranger, américain, britannique, livres traduits d'autres langues, etc., ainsi que le livre canadien. Nous, éditeurs et écrivains, nous sommes en train de perdre des opportunités de faire connaître nos livres à nos lecteurs. Ces lecteurs, ces acheteurs, ne savent vraiment pas quels livres ont été publiés, quels livres sont disponibles. On sait tous que la navigation dans une librairie traditionnelle permet des découvertes qui sont impossibles et même impensables en ligne. J'étais donc ravie de participer au Book Fair de Toronto et c'est quelque chose de remarquable. J'ai été intéressée, même un peu étonnée de voir toute une section du Convention Center nommée The Hub, avec des stands des auteurs qui publient à leur propre compte. Les grandes maisons, Penguin Random House par exemple, Simon & Schuster et d'autres, étaient aussi présentes, bien sûr. Il y avait tout un pavillon pour des maisons littéraires telles Coach House Press, Biblioasis, Brick Books, Linda Leith Éditions et j'en passe. Dans un autre coin de la salle,
il y avait une entreprise nommée Blurb, avec un grand stand pour accueillir des auteurs qui ont besoin d'aide avec l'édition à compte d'auteur. Bref, l'édition à compte d'auteur fait partie de ce nouveau salon du livre torontois. Tout comme le Salon du livre de Montréal, Inspire comprend plusieurs événements avec des grands auteurs sur la scène principale. Margaret Atwood, l'astronaute Chris Hadfield, Anne Rice et d'autres. De mon stand, le stand de Linda Leith Éditions, j'ai pu suivre la programmation sur une scène plus petite où il y avait des lectures et entretiens sur scène avec des auteurs moins connus. Le plus populaire des événements sur cette scène-là, dimanche matin, était une séance sur l'édition à compte d'auteur, avec 3 participants. La propriétaire d'une maison professionnelle, premièrement. Deuxièmement, la propriétaire de Blurb, l'entreprise qui s'occupe à simplifier le processus de l'édition à compte d'auteur. Et troisièmement, un auteur canadien, Terry Fallis, qui a publié son premier roman à son propre compte et a eu un tel succès que ce roman a été réédité par McClelland & Stewart, une grande maison canadienne, qui a éventuellement publié ses 3 autres romans. Pour cette séance-là, on a dû trouver des chaises supplémentaires, mais il n'y en avait pas assez, donc nous étions environ une centaine de personnes assises et une autre centaine debout. L'édition à compte d'auteur est un sujet que le public trouve passionnant. Au début, en présentant les 3 participants, l'animatrice a dit qu'il y aurait sûrement des opinions très diverses. Mais, en effet, la séance était bien pratique. Quoi faire, comment vous assurer d'un livre professionnel, les avantages de l'édition à compte d'auteur, les désavantages. Il faut être clair sur vos objectifs pour votre livre. Vous aurez besoin d'un correcteur professionnel, d'un designer professionnel, d'un relationniste professionnel. Il est peu probable que les ventes seront importantes, même si votre livre sera disponible sur Amazon. Il sera difficile de convaincre des journaux de publier un compte-rendu de votre livre. Il serait important que l'auteur utilise les médias sociaux pour faire la promotion de son livre. À vrai dire, il était parfois difficile de distinguer la situation d'un livre publié à compte d'auteur de celle d'un livre publié par une maison d'édition. L'auteur Terry Fallis, qui connaît le monde de l'édition à compte d'auteur très bien et qui préfère être publié par McClelland & Stewart, explique qu'on aura besoin de beaucoup de temps pour distribuer et publiciser un livre publié à son propre compte. Pour ceux qui ont besoin d'aide, il y a Blurb, il y a iUniverse, il y a Amazon et d'autres compagnies. Les membres du public prenaient des notes. Il n'y avait aucun désaccord entre les participants. L'édition à compte d'auteur est une possibilité parmi d'autres, avec ses avantages et ses désavantages. Il n'y avait aucun commentaire péjoratif sur le livre publié à compte d'auteur. On a parlé des grands auteurs du passé qui ont publié leur propre livre, ou au moins le premier de leurs livres à compte d'auteur, Edgar Allan Poe, Beatrix Potter, Virginia Woolf par exemple, et Margaret Atwood elle-même. Publier à compte d'auteur est beaucoup plus facile maintenant, bien sûr, et il coûte beaucoup moins cher. Pour ceux qui n'ont pas la patience requise pour trouver un éditeur professionnel ou qui préfèrent ne pas être publiés par un tel éditeur, c'est clair que l'édition à compte d'auteur est une option viable. Ce qui m'a frappé le plus pendant cette séance n'est pas seulement la popularité du sujet, de l'édition à compte d'auteur, mais sa normalisation. Chose claire est que l'édition à compte d'auteur joue et jouera un rôle dans ce nouveau monde d'édition qui est en train d'émerger.
pour le meilleur et pour le pire. Merci Madame Leith. Alors maintenant, au tour de M. Piazzolla, s'il vous plaît. Alors, je vais ramener les choses à des proportions bien différentes de ce qu'on a entendu, puisque lorsqu'on parle de la Corse, on parle d'une île de 300 000 habitants, au cœur de la Méditerranée, qui peut s'appuyer toutefois sur une diaspora très importante. Le Corse sort beaucoup de son île, il y en a partout, il reste attaché à son histoire, à sa culture, et donc ça peut avoir son importance pour nous. L'édition insulaire démarre en 1750 chez nous. 1750 seulement. C'est sous le généralat d'un personnage très important dans notre histoire qui est Pascal Paoli. C'est alors que l'île est gérée par la République génoise depuis des siècles, que Pascal Paoli fait venir d'Italie des imprimeurs et qu'il met en place ce qu'on pourrait appeler une littérature militante, une littérature de combat pour s'assujettir de ce pouvoir génois extérieur, puisqu'on est dans une période de 1729 à 1769 où on a 40 ans de révolution. 1769, la Corse devient française, donc vous pouvez imaginer le bouleversement que ça peut provoquer dans l'esprit des gens de passer d'une habitude de la langue toscane, puisque c'est le toscan qui est la langue écrite. Nos élites, lorsqu'elles ont des études à faire, partent en Italie, à Rome, à Livourne, à Gênes, et d'un seul coup, sans transition, sans préparation, on leur dit, ben voilà, maintenant vous êtes français. Il y aura un petit épisode anglo-corse dans les années 95, mais très bref. Et malgré ce passage sous le giron français, ce changement d'air linguistique, les Corses continuent de parler, d'écrire l'italien, de partir l'enseigner. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour voir la plupart des écrits en langue française pour répondre aux nouveaux besoins des élites. Et ce rapide contexte pour vous situer un petit peu où en sont les choses pour nous. Alors, l'édition insulaire bascule véritablement à partir des années 70, où on voit une véritable explosion des maisons d'édition, une bonne quinzaine, pour répondre en même temps à une attente, c'est que les Corses on vit une période qu'on appelle chez nous le riacquis, c'est-à-dire la réappropriation de tout ce qui touche à notre culture et à notre histoire. Donc nos écrits vont être véritablement porteurs de ces événements culturels et vont créer une véritable dynamique culturelle à travers le livre. Avec des maisons d'édition qui sont plus ou moins structurées, puisque ça va de l'aspect le plus élémentaire, le plus artisanal, à des maisons structurées avec 5 ou 6 personnes. Des tirages qui sont, par rapport aux chiffres que je vous donne, relativement éloquents. Il nous arrive de tirer des livres d'histoire sur des sujets relativement précis à 3000 exemplaires et de vendre nos livres. Bon, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais on a des chiffres qui oscillent en général entre 1000 et 3000 exemplaires pour les livres en français, mais parallèlement, beaucoup de livres en langue corse. La plupart des livres sont écrits en français, mais la publication de livres en langue corse joue un rôle très important. Certains éditeurs sont même spécialisés dans ce domaine. C'est-à-dire que la Corse est une région de la France qui résiste, du fait de son insularité, qui résiste mieux aux effets destructeurs de la civilisation, et beaucoup de traits culturels qui passent par la langue sont encore maintenus et très forts chez nous. Il est courant, si un jour vous promenez en Corse, d'entendre les Corses parler corse. Voilà, donc des maisons d'édition très, très diversifiées et qui portent en même temps cette édition insulaire, chacun avec leur sensibilité. Chez nous, c'est très important de ne pas avoir la mainmise d'une maison d'édition pour gérer cette sensibilité insulaire qui est très forte, très marquée. Vous entendez souvent beaucoup de choses dites sur les Corses. Il se passe des choses
parfois très désagréables chez nous, et il est important que justement un auteur puisse choisir à travers plusieurs éditeurs suivant le chemin qu'il veut emprunter. Pour mener ce travail, nous avons tout à l'heure on rappelait un petit peu que dans certains pays il n'y avait aucune aide. Nous sommes un peu dans le modèle latin et il y a effectivement des aides, il y en a au plan national, pour ne citer par exemple le Centre national du livre qui peut favoriser la publication de traductions par exemple, mais pas que ça. Et chez nous, nous avons la collectivité territoriale de Corse qui a une ligne dans son programme pour intervenir dans l'aide à l'édition, la résidence d'écrivains, parfois pour aider à moderniser certaines librairies ou leur outil informatique. Donc il y a tout un réseau d'interventions qui sont indispensables si on ne veut pas voir ces maisons d'édition sombrer. C'est-à-dire qu'elles sont, par leur travail, très liées à l'octroi de ces aides. Alors, petite inquiétude en ce moment, c'est qu'on a l'impression que les choses sont en train de changer, que tout se resserre et que ça risque de contribuer à mettre en péril certaines maisons d'édition, certains projets. J'ajouterai autre chose, c'est que si l'édition insulaire a été très importante chez nous, un vecteur culturel très fort, c'est qu'en même temps elle correspondait à une période où beaucoup de travaux ont été revisités, l'histoire réévaluée, c'est-à-dire que les auteurs ont été capables de nous porter beaucoup de nouveautés, beaucoup d'éléments neufs, et ça nous a aidé à être sur une vague pendant plusieurs décennies qui nous portait et qui était attendue du public. Toute parution nouvelle dans beaucoup de domaines, l'histoire, le patrimoine, la fiction, puisque c'est très diversifié, l'édition insulaire était attendue. Autre élément important, c'est que le taux de TVA en France est de 5,5% sur les livres, en Corse il est de 2,1%. On a un taux réduit de TVA, donc ça fait quand même un peu plus de 3,4 points de moins, ce n'est pas négligeable. Et aujourd'hui, donc je disais, on a des signes inquiétants. C'est vrai que vous connaissez le contexte français, qui est un contexte économique très difficile, et on en voit rejaillir les effets sur la Corse. Donc il faut faire attention au prix du livre. En général, on a essayé de baisser en moyenne, je pense, de 30% le prix qu'on devait pratiquer sur un livre, ce qui fait que notre marge s'est considérablement resserrée, nous mettant parfois en danger, mais c'était indispensable parce qu'on voyait que, passé certains seuils, on allait vendre un livre à un noyau de lecteurs, mais on ne pouvait plus élargir. Donc cet aspect prix du livre est fondamental. Autre aspect, si vous voulez, moi je viens de l'enseignement, donc j'ai vu un petit peu ce changement. On parlait des jeunes générations qui lisent de moins en moins, et ça c'est notre véritable préoccupation. On se pose la question suivante, voilà des jeunes gens, des générations qui vont vivre 10, 20, 30, 40 ans sur une île. Qu'est-ce que l'édition peut leur apporter au minimum pour vivre honorablement sur cette île en ayant des connaissances sur son histoire, son patrimoine, sa langue, sa culture, etc. Donc c'est cette interrogation où on veut fabriquer des livres par rapport à ces nouvelles générations, si on ne veut pas les perdre, parce qu'on voit que lors des conférences, notre public est vieillissant et qu'il nous faut agir dans ce sens, autrement on se met en danger. Autre problème, je vais vous donner un exemple très révélateur. Ajaccio, un bassin de population de 45 000 habitants, il reste 2 librairies distantes de 150 mètres, 4 ont fermé ces dernières années. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, il nous reste grosso modo une demi-heure. Alors, plusieurs points ont été soulevés par nos intervenants. On parle de la lecture chez les jeunes, on a parlé de la surproduction, on a parlé de la place du livre dans les médias. Enfin, alors, si certains d'entre vous ont des questions pour l'un ou l'autre de vos intervenants, la parole est à vous. J'aurais une petite question à M. de Montmollin. Montmollin. C'est très spécifique ma question. Le livre québécois. Est-ce qu'on peut avoir une liste des distributeurs
et diffuseur en Suisse. Oui. Ou bien, est-ce que vous avez un kiosque ici? Oui, bien sûr. Le décalage horaire m'empêche de me souvenir du numéro du stand, du kiosque, mais il est tout au centre. Vous pouvez pas vous pouvez pas me louper. Voilà. Je vais juste faire un clin d'œil à Madame Chang, que je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairés, de nous avoir ouvert les yeux, donné la puce à l'oreille concernant les taxes ici au Québec, en fait dans tout le Canada. On devrait mettre des pressions à notre gouvernement fédéral pour l'abolition de 5% TPS. Ça nous aiderait un peu, disons, pour la distribution du livre au Québec. Puis ça nous enlèverait de la paperasse avec de la lourdeur dans les bureaux chez les éditeurs. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour vos présentations. Mon nom est Micheline Bourque et j'ai créé cette année un club de lecture pour gens d'affaires. Donc, la mission du club est de promouvoir le livre d'affaires comme outil d'apprentissage. Donc, je sais que le marché du livre est beaucoup plus marqué par le livre autre que le livre d'affaires, mais je ne sais pas si c'est approprié, mais j'aurais aimé avoir un peu un son de cloche de votre part. Est-ce que les gens lisent des livres d'affaires chez vous? Est-ce que le marché se développe bien? Et aussi, en lien avec ce que Madame disait, Madame Leach, sur tout le phénomène de l'autopublication. On le voit dans le contexte du livre d'affaires que beaucoup de gens maintenant utilisent le livre d'affaires comme porte une espèce de carte de visite pour entrer sur le marché des conférences, des choses comme ça. Donc, je me permets cette question si c'est approprié. Bon, je peux parler du scénario du Brésil. Là-bas, comme je vous avais dit, il y a une montée. Il y a toute ce qu'on appelle la classe C qui a récemment eu une amélioration de qualité de vie. Certainement, pas seulement cette classe-là, bien sûr la élite traditionnelle aussi, lisent beaucoup de livres d'affaires et aussi de ce qu'on appelle le crossovers, de self-management, des trucs comme ça, c'est bien populaire. C'est quelque chose qui apparaît toujours chaque fois plus dans les librairies. Oui, je pense qu'il y a un grand intérêt parmi certains auteurs de livres d'affaires pour publier à compte d'auteur, parce que c'est une question de vos objectifs en tant qu'auteur, parce qu'il y a des gens qui veulent être grands auteurs, mais il y a d'autres qui ont des objectifs financiers, mais il y a d'autres qui aimeraient avoir le cachet d'être auteur d'un livre et être capable de présenter ce livre à leurs clients et leurs collègues et leur milieu. Oui, ça existe. Oui, non, je voulais savoir que ce soit pour l'édition en Corse, mais également aussi pour l'édition en Suisse. On a parlé de la diffusion, vous en avez parlé, de la diffusion, vous parliez forcément vous étiez obligé de compter sur le marché français, puis vous, je ne dirais pas le marché français, mais le marché métropolitain. Comment ça se passe? D'une part, au niveau de la diffusion, quel est l'intérêt? Comment arrivez-vous à trouver des diffuseurs qui arrivent à faire un travail correct? Et là, ma deuxième sous-question, c'est que quand il y a un livre qui fonctionne ou un auteur qui fonctionne, est-ce que vous arrivez à le conserver ou est-ce que c'est un éditeur français ou métropolitain qui se le reprend? Bien, disons que sur l'île elle-même, nous sommes notre propre diffuseur, distributeur. Là où les choses se compliquent, c'est lorsqu'il faut franchir la mer. Moi, je sais que personnellement, je suis distribué par Pollen. Ça marche plus ou moins bien parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop de retombées critiques de nos travaux, donc ça nous fait du tort. Une fois, j'ai eu un accrochage un petit peu sérieux avec Livre Hebdo parce que j'avais sorti un livre d'histoire qui était à mes yeux très important. Et puis, ils n'ont rien fait. Donc, ils m'ont promis qu'ils feraient quelque chose pour le deuxième tome. Mais enfin, le premier, il est passé à la trappe. Cette distribution nous coûte très cher. Je ne sais pas ce que ça coûte au plan national, mais nous, lorsqu'on fait nos comptes, un livre qui coûte 10 €, il va nous revenir 4 €.
lorsqu'il est passé par le distributeur. Et 4 €, je m'en tire bien, parce que parfois j'ai de la casse, j'ai beaucoup d'impondérables. Donc cette distribution, seuls 3 d'entre nous, à ma connaissance, peuvent en supporter le poids, parce qu'économiquement, certains éditeurs ne peuvent pas suivre. Voilà pour votre question. Il y avait une autre question. La sous-question, c'est quand vous avez un ouvrage qui fonctionne, est-ce que votre auteur, vous arrivez à le conserver, ou est-ce que les gros éditeurs arrivent à se... Alors, on a un exemple, Jérôme Ferrari, qui a démarré son travail d'écriture avec un éditeur insulaire. C'est l'Actes Sud qui a pris le relais. Donc, ça arrive, mais on a des contre-exemples aussi. Moi, je sais que j'ai un auteur, un historien important qui continue de publier 9 livres sur 10 chez moi. Donc, parce qu'en même temps, on est très fort localement pour défendre nos livres. Donc, lorsqu'on a une prégnance très forte sur la Corse, on a montré à ces auteurs qu'on pouvait être présent, et c'est là, j'ai oublié de le dire dans mon propos tout à l'heure, en fait les choses se sont inversées. Beaucoup de livres qui étaient portés au plan national par les éditeurs ont été petit à petit repris, pour une grande part, par l'édition insulaire, qui totalise quelque chose comme une centaine de livres par an de publiés. Mais en même temps, avec un peu la rançon du succès, c'est que tout est nivelé, tout est homogénéisé, et on n'arrive plus à montrer les éléments forts dans cette production, parce qu'elle est mal hiérarchisée sur les tables des libraires. Rapidement sur la manière dont on arrive à se faire diffuser et distribuer en France, la première chose à voir, c'est quelle serait la structure de diffusion qui serait adaptée à ce qu'on fait. En l'occurrence, nous sommes diffusés par les PUF et distribués par UD, Union Distribution. Quand vous entrez en contact avec un diffuseur, avec votre fonds, vous n'êtes pas français, vous pouvez l'être aussi, et je pense que ce sera la même chose. Le distributeur vous dira, si vous voulez être diffusé chez nous, ça coûtera tant. Ça signifie une garantie de chiffre d'affaires qui peut osciller entre 10 000, 30 000, 50 000 ou 100 000 euros, que vous devez apporter sur la table, ou si vous n'arrivez pas à le faire, qui sera prélevé sur votre chiffre d'affaires jusqu'à concurrence de la caution que vous devrez verser. Donc, on va dire, la négociation, c'est de faire baisser la caution le plus bas possible. Et ensuite, naturellement, tout le travail consistera à faire en sorte que votre maison d'édition ne soit pas reléguée dans la structure de diffusion derrière toutes sortes d'autres enseignes qui passeraient devant vous. Donc, au fond, quand on est diffusé ou distribué par un diffuseur en France, il faut quotidiennement regarder les chiffres, téléphoner, pousser, s'énerver et faire en sorte d'exister. Quand vous êtes diffusé et distribué aussi en France, vous devez aussi faire le travail auprès des libraires. Donc vous devez aussi faire des services de presse, vous devez discuter avec eux, vous devez aussi faire un peu de travail de représentation, sans quoi vous disparaissez sous la masse et vous ne vous singularisez pas. Même si vous avez le bon livre, parfois il passe totalement inaperçu. Quand il ne passe pas inaperçu et qu'un auteur tout à coup crève l'écran dans votre maison d'édition, naturellement, vous avez un certain nombre de gros éditeurs qui viennent et qui se mettent en concurrence avec vous, avec la notoriété du titre, bien sûr, et les avaloirs et l'argent qui va être évidemment offert à l'auteur, qui sera plus substantiel que ce que vous-même vous arrivez à faire. Donc tout le travail consiste à dire à l'auteur qu'il a aussi intérêt à être avec un éditeur qui le connaît bien, qui sait ce qu'il fait, qui a déjà travaillé avec lui sur un certain nombre de textes, parce que l'édition, c'est aussi travailler avec l'auteur, c'est pas simplement être un intermédiaire entre un auteur et un imprimeur, juste pour le rappeler, parce qu'on aurait tendance parfois à l'oublier. Et c'est important de le dire par rapport à ce que vous avez signalé dans l'édition Un Code d'auteur. Donc, effectivement, l'éditeur enrichit aussi le travail de l'auteur. Et quand vous sentez que l'auteur vraiment est très, très intéressé à son avaloir et qu'il va passer éventuellement, non pas à l'ennemi, mais au concurrent,
à ce moment-là, vous organisez des coéditions, et c'est ce que j'ai fait de façon assez régulière, avec des auteurs qui marchaient bien. J'ai fait des coéditions avec Albin Michel, avec Le Seuil une ou deux fois, surtout avec les éditions Bayard. Et au fond, je trouve que pour une maison d'édition non française, ou insulaire, je ne sais pas, ou non métropolitaine, ça peut être une bonne solution, parce que c'est vrai qu'on peut profiter de la force de frappe d'une maison d'édition plus grosse que la sienne qui est en France, tout en préservant effectivement on va dire une connivence éditoriale avec son auteur, ce qui permet peut-être aussi de la solliciter pour d'autres types de livres. Donc moi je pense que c'est un très bon système. Ce sont des comptes admis où on se répartit à deux les investissements et les recettes. Et je dirais qu'en termes de notoriété et de vente, c'est ce qui, pour l'instant, m'a rapporté le plus d'argent dans mes aventures de diffusion en France. Juste, je me permets aussi de préciser quelque chose, parce que là on a un peu l'impression que les Français sont méchants quand même. Et, alors, je l'ai fait pour monter la sauce. Voilà. Donc juste pour dire que la situation pour les petites maisons d'édition indépendantes en France, elle est un peu la même que celle-là finalement, parce qu'il y a très peu de maisons d'édition indépendantes qui ont leur propre structure de diffusion-distribution. Et donc du coup elles vont être aussi dans la même situation à devoir trouver des gros groupes qui vont faire la diffusion-distribution et qui vont prélever une part importante de leur chiffre d'affaires pour ça. Donc c'est peut-être plus un rapport petite maison d'édition versus gros groupe que France ou Suisse. Voilà. J'ai été très étonnée d'entendre que c'était la première fois qu'il se tenait un vrai salon du livre anglophone de grosse taille à Toronto. Je serais intéressée à savoir... Oui? Non, peut-être, je sais pas, je m'entends pas. Alors, je serais intéressée à savoir c'est quoi la réalité dans les autres pays. Est-ce qu'il y a un salon du livre au Brésil? Est-ce qu'il y a un salon du livre en Chine? Je dois avouer mon ignorance pour la Suisse. Je sais qu'il y en a un peu partout en Europe, mais je dois avouer que je n'ai jamais su pour la Suisse. Alors, comment ça se passe dans vos pays respectifs? Bon, au Brésil, pardon, il y en a deux qui sont les plus grands. Un, c'est le salon du livre à São Paulo et l'autre au Rio. Alors, ce sont des biennales, en fait. Et il y a des salons du livre plus petits pour... ce sont peut-être salons, peut-être parfois des foires, même aussi à l'hiver. Et il y a aussi quelques festivals littéraires pour venir des auteurs. Mais il y en a, oui. En Suisse, il y a le salon du livre de Genève qui existe depuis une trentaine d'années, qui accueille entre 100 et 120 000 visiteurs par année, ce qui est à peu près la moyenne du Salon de Montréal. Je crois qu'il fait un tout petit peu plus, mais pour une agglomération qui est un tout petit peu moins grande et qui accueille toutes sortes d'éditeurs francophones, dont une délégation toujours bien homogène d'éditeurs québécois. Et donc autour du livre, c'est un peu le même modèle que le Salon du Livre de Paris, mais naturellement à une échelle bien moindre, avec désormais de plus en plus d'animation autour de la littérature. On se rend compte aussi qu'il faut de plus en plus créer des événements autour du livre. C'est la raison pour laquelle il y a toujours de plus en plus d'auteurs qui interviennent, qui font des manifestations, qui font des lectures, et qui, grâce à ça, permettent effectivement de faire vivre le livre et de faire venir un public de plus en plus nombreux pour ce type d'événement. Je parle un peu le salon en Chine. Donc en Chine, il y a deux salons du livre national. Donc l'un, c'est pour grand public. C'est comme ici, le salon du livre de Montréal. Et l'autre, c'est pour les distributeurs de livres. Donc ça se passait au début de l'année. Donc tous les librairies, les diffuseurs, pour les maisons d'édition, ce sont des départements de diffuseurs se réunissent pour partager des informations et négocier des affaires. Donc, et un autre salon, c'est international, c'est surtout pour négocier les droits d'auteur. C'est à Pékin chaque année, à fin du mois d'août, au début de septembre. Donc on a de plus en plus d'éditeurs étrangers, y compris Canada aussi, je crois que oui.
et puis français, Canada de plus en plus. Merci. Une question ici. Bonjour, merci beaucoup pour les situations contrastées que vous nous avez présentées d'un pays et d'une région à l'autre. Ma question s'adresse à nos représentants du Brésil et de la Chine. Je serais curieux de savoir quelle est la place du livre traduit parmi les titres que vous publiez chaque année. Par exemple, parmi les 380 000 titres publiés en Chine, combien sont issus d'autres langues et quelles sont les principales langues que vous traduisez? Qu'est-ce que les éditeurs chinois et brésiliens recherchent quand ils acquièrent les droits de titres étrangers? Donc, j'ai une statistique ici. Donc, l'année dernière, on a les droits étrangers, c'est 13 625 contrats avec les éditeurs étrangers. Donc, parmi lesquels, c'est les États-Unis. Avec les États-Unis, c'est 6200. Donc, et puis, c'est l'Angleterre, c'est 2600. La France, c'est 763. Et Canada, c'est 114. Donc, c'est pas mal parce que au marché du livre chinois, les livres traduits de l'anglais, c'est très, très présent. Donc, ça marche très bien. Mais d'autres langues, surtout les petits pays, c'est moins présent. Donc, mais si le livre obtient le prix, grand prix ou des prix importants, c'est autre chose. Donc, merci. Du côté du Brésil, oui. Oui, au Brésil, la traduction est très très importante, peut-être même trop importante, on peut dire, parce que pour les éditeurs, d'abord, historiquement, au Brésil, c'était très difficile de gagner sa vie en écrivant. Alors, le plus grand écrivain brésilien, la plupart, ils ont été soit de diplomates, alors ils écrivaient aussi, soit de fonctionnaires publics, alors ils avaient une stabilité financière, ils pouvaient écrire. C'est quelque chose de très récent qu'on ait de gens qui peuvent vraiment vivre de sa plume, en train de donner, de participer à des événements et tout ça. Alors, c'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment, comment on dit, supporté. Soutenu, oui, c'est ça. Et aussi pour les éditeurs, la réalité il est plus facile parfois et plus bon marché. Ça coûte moins cher d'acheter des droits étrangers d'un livre qu'on sait déjà quel est l'historique de vente, etc., que de promouvoir et de construire un auteur national. Ce sont des choses, ce sont des investissements complètement différents. Peut-être une dernière question, oui. Excusez-moi, c'est pas tout à fait une question. Je suis président du syndicat national en France et du salon du livre de Paris. Donc juste un petit éclairage. Effectivement, la croissance des traductions est très importante. Ce qui nous frappe, c'est qu'aujourd'hui, la première langue de traduction des œuvres françaises vers l'étranger, c'est le chinois. Donc ça représente 12% de toutes les traductions. Et au Salon du Livre de Paris, on est passé de 25 stands étrangers à 52. Donc une croissance, et la croissance des traductions est de 7% chaque année depuis plus de 15 ans. Donc une accélération incontestable et qui donne une vivacité importante, même si effectivement, vous l'avez dit, ça ne représente en Chine peut-être que 1660 traductions, mais ça représente une part importante en France. Je voulais juste vous dire aussi que les libraires en France, la rentrée littéraire a été très bonne, donc on a les librairies indépendantes ont fait une progression de 3,5%, ce qui est pas mal dans le contexte. Et que donc on a un contexte pas très simple, mais le problème principal, c'est la lecture des jeunes.
Ça a été dit très bien par les tables rondes, mais simplement, nous avons lancé les petits champions de la lecture en France avec le ministère, et nous avons 15 000 enfants qui participent maintenant à un concours avec une finale à la Comédie Française qui devient spectaculaire. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à faire pour combattre ça. Merci. Alors, il me reste à remercier, bien sûr, nos intervenants. On est tous conscients que cette discussion-là aurait pu se prolonger longtemps et on aurait pu prendre chacun des points et les creuser davantage. Mais enfin, dans le peu de temps dont nous disposions, je pense que ça a été extrêmement intéressant. Donc, merci à tous les intervenants. Merci à vous aussi d'avoir été présents. Et j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés, qu'on ait passé un peu vite sur certains sujets. Alors, merci à tous.